Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alors Alain, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Toujours. Alors là, on va parler d'une zone, d'un certain nombre de pays que je ne connais absolument pas, mais je crois c'est une zone en devenir, voire même déjà très puissante. Ces derniers temps, on parle beaucoup de la Russie, on parle beaucoup des États-Unis depuis toujours, on parle beaucoup de la Chine. Mais il y a plusieurs pays à côté en Asie qui sont en train de se développer. Et en particulier, il y en a deux qui me paraissent essentiels parce que c'est ceux qui vont peser dans le futur, dans les années à venir. C'est l'Inde et l'Indonésie. L'Inde, parce que toutes les projections actuelles disent que ce sera en 2050 la deuxième puissance économique du monde, avant les Américains. Et l'Indonésie, parce que l'Indonésie est en train et maintenant rentre dans les 10 premières puissances mondiales. Donc c'est quand même pas rien. Et en plus, l'Indonésie, c'est la première puissance musulmane du monde au point de vue nombre d'habitants musulmans. Je pense que les Français connaissent très mal ces pays-là. Alors je me suis dit qu'il fallait faire appel à un expert. Donc j'ai été voir mon ami Pierre-Marie Relecom, qui travaille pour conseiller et développer des investissements dans des pays à très fort développement. Donc là, on est en plein dedans, on va parler de deux pays clés. Et en particulier, c'est un spécialiste de ces pays. Alors je me suis dit que ça serait passionnant de discuter ensemble. Alors merci d'avoir accepté de participer à cette réunion. Et alors, pour commencer, parce qu'il faut bien qu'on commence par quelque chose, ce serait intéressant d'expliquer ce que c'est que l'Inde. Parce que l'Inde, en définitive, les Français ne connaissent pas. Mais l'Inde, c'est quoi? Ça fonctionne comment? Parce que c'est immense, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est? Écoute, alors déjà, merci à tous les deux de me recevoir. C'est super sympa de m'accueillir. Je suis toujours heureux de pouvoir partager, non pas du savoir, parce que je suis surtout pas un tautologue. Je fais juste, je partage mon expérience vécue. C'est-à-dire que je passe mon temps, tous les mois, je suis en Inde, je suis en Indonésie. J'accompagne, comme tu l'as dit, des groupes dans leur pérégrination, dans leur tentative d'implantation ou quand ils sont déjà présents pour les aider à craquer, renverser la table parce qu'ils sont là depuis 20 ans et ils n'y arrivent pas. D'abord, il y a un gros problème culturel et tu l'abordes par le biais. Il y a d'abord un problème culturel. On ne sait pas, on a deux cerveaux, deux modes de pensée qui sont totalement différentes. Nous, on arrive en Inde avec notre prisme franco-français, gaulois. La France, c'est un pays, on est souverain. Donc, quand on débarque en Inde, on prend notre avion, on dit « je vais à Delhi ». Pourquoi Delhi? Parce que nous, Français, on est jacobins, donc on va dire « je vais voir le patron, je vais voir le président ». Et bien en Inde, c'est pareil, on dit « je veux voir Modi, puis je veux voir les ministres ». Mais honnêtement, entre vous et moi, l'Inde, c'est 26 États. L'Europe, je crois que c'est quelque chose comme ça, non? Est-ce qu'on va discuter avec Van der Leyen pour aller proposer une unité de production d'énergie? Ben non. Pourquoi on se bat, perd notre temps à aller discuter avec Modi pour un truc qui concerne le Maharashtra, le Gujarat, le Madhya Pradesh? Ça sert à rien. L'Inde, c'est comme l'Europe. Une fois qu'on a compris ça, on a un peu plus de facilité pour adresser le pays. Est-ce qu'il y a des groupes pan-européens? Pas des masses. Il y a des groupes français qui sont multinationaux, des groupes italiens, des groupes allemands, etc. Les groupes indiens, c'est pareil. Il y en a quelques-uns qui sont multinationaux. Sinon, on va se retrouver avec des économies extrêmement fortes, localement, dans le Maharashtra, dans le Gujarat, à Delhi, etc. Après, il y a un autre élément fondamental, c'est que quand on est français, nous, on est principalement mus par des capitalismes boursiers. Il y a des familles, mais c'est surtout des investisseurs, des bailleurs de fonds, des fonds de pension, etc., qui nous dirigent. En Inde, c'est une famille, c'est un portefeuille. Donc quand on discute, entre patrons, c'est Dieu qui parle à Dieu. Moi, j'ai le souvenir d'un groupe français qui avait débarqué, lyonnais, c'était le grand patron, président de ce groupe, qui avait commencé à discuter avec Raoul Bajaj, tu sais, les petites voitures, un petit équipementier automobile. Puis du jour au lendemain, c'est plus le grand patron qui est venu, c'était son directeur général. Même s'il représentait une business unit de 2 milliards d'euros. Mais c'était le directeur général, il fallait qu'il demande l'autorisation au patron pour discuter. Raoul Bajaj,
Il lui a dit au bout de 10 minutes, écoutez monsieur, je suis désolé, si vous ne me considérez pas, puisque votre patron ne me considère plus, on va arrêter là. Ce sont les familles qui parlent aux familles. Ça, ouais. Donc on a des problèmes culturels, on a des problèmes de compréhension, d'abord parce qu'on n'a pas du tout les mêmes histoires. Et puis, moi j'aime bien le dire quand même, le français, il est arrogant et suffisant. Mais l'Indien aussi. Mais pas pour les mêmes raisons. Nous, ça fait des siècles qu'on nous dit, et on a été éduqués comme ça, qu'on est les meilleurs du monde, qu'on est les plus beaux, les plus forts. Oui. Et les Indiens, si vous avez lu, alors il y a, pour ceux qui veulent connaître et comprendre l'Inde, il y a 2 bouquins absolument incroyables à lire par le même auteur, c'est The White Mughal et The Last Mughal. The White Mughal, c'est comment les Anglais ont conquis l'Inde en 3 siècles. Et puis The Last Mughal, c'est comment ils l'ont perdu en 80 ans. Ce sont des petits artifices qui vous permettent de comprendre que l'Indien est quelqu'un d'arrogant parce que pendant 3 siècles, il a été brimé et qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on lui dit qu'il est le soft power du monde. Voilà, donc il va plutôt nous regarder de manière suffisante, arrogante. Il y a quelques années déjà, on disait la Chine, c'est l'usine du monde, mais on disait l'Inde, ça va être le bureau du monde. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce qu'on a quand même, il y a beaucoup d'industries en Inde, et puis des industries performantes. Écoute, je pense que dans tout ce qui est IT, tech, etc., aujourd'hui, quand on prend la région de Bangalore, c'est devenu peut-être le poumon de la tech mondiale, avec les IIT, qui sont les polytechniques puissance carrée en termes de compétences, mais à Bangalore, sur la tech, sur tout ça, c'est phénoménal ce qui se passe. Preuve en est, aujourd'hui, quand on prend sur le Nasdaq et même au-delà les grands patrons de ces grandes multinationales mondiales, combien d'Indiens ou Indian related on a? C'est phénoménal. C'est plus d'un 5e. C'est colossal. Donc, beaucoup d'argent, beaucoup de technologie, mais pas que. Alors, le soft power, oui, c'est vrai, puisqu'on a des Wipro qui se sont construits, on a des Tata Consulting Services. Mais aujourd'hui, et avec le Covid, il y a une accélération phénoménale. Les gens ont eu leur soupe de se faire bloquer sur la production qu'on a externalisée depuis 40 ans, qu'on a donnée aux Chinois. Ça nous arrangeait bien. Mais on s'est quand même retrouvés tous, dans le monde entier, bloqués avec des problèmes d'approvisionnement. Avec les approvisionnements. Et des décisions industrielles qui auraient dû être prises il y a 5-10 ans. Parce que finalement, quand on va en Chine, le coût du travail, le coût du salarié, il est passé de $100 à $450 à Shanghai. Et en fait, le salaire de Shanghai est devenu la référence. Quand en Inde, on reste encore sur 100, 150, allez, $200, oui, mais vous comprenez, délocaliser ou relocaliser une unité de production, il va falloir accompagner, former, ça va prendre du temps. Et puis, en termes de qualité, il faut qu'on ait des standards. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, ils sont tous en train de se relocaliser, non pas pour nourrir le marché domestique, qui n'est peut-être pas encore bien ou bon à adresser, et encore quoique, mais surtout l'industrie manufacturière premium à destination de l'export. L'automobile, la pharma, l'industrie chimique, etc. Enfin, on parle quand même depuis, sur l'année 2022, je vous parle que de 2022, relocalisation de la Chine sur l'Inde, c'est 37 milliards de dollars. L'Indonésie, qui est quand même 5 fois plus petit en termes de population, on est quand même à 25 ou 26 milliards de dollars. Ce que tu dis, c'est qu'on est en train de commencer à voir un transfert de la Chine qui ne correspond plus exactement aux attentes qu'il y avait à l'époque, et puis avec toutes les décisions qui ont pu être prises récemment, et on voit un transfert vers l'Inde. Et regardez, beaucoup des grands groupes français occidentaux qui avaient leurs sièges sociaux, régionaux, à Shanghai, à Pékin, voire même à Hong Kong. Mais Shanghai et Pékin restaient des hubs régionaux, parce que c'est équidistant avec le Japon, la Corée, et puis l'Indonésie, le Vietnam et tout ça. Aujourd'hui, ils gardent des sièges forts pour le marché domestique chinois, et ils vont garder leurs unités de production pour le marché domestique chinois, mais ils vont développer de nouvelles unités de production et des sièges régionaux, non plus en Chine, mais à Singapour, en Indonésie
en Thaïlande ou à Kuala Lumpur. Comment s'est passé le Covid en Inde? Comment ils ont géré cette crise? Comment ils ont géré cette pandémie? Eux, ils l'ont plutôt pas mal vécu. Après, on a eu un effet sensationnaliste ou de sensationnalisme par les journalistes occidentaux, hein, parce qu'on a dit « oh là là, on brûle les morts ». Bon, dans l'hindouisme, on n'enterrait pas les morts, mais on les brûlait. On les brûle, alors. Bon, alors plutôt que d'en brûler, c'est triste à dire, c'est toujours dommageable, mais plutôt que d'en brûler 1000, ils en ont peut-être brûlé 1200. À l'échelle de l'Inde, c'était colossal. Honnêtement, c'était bien géré. Après, il y a eu, et ça, moi, je l'ai vécu, que ce soit en Inde ou en Indonésie, il y avait des mesures sanitaires draconiennes. C'est-à-dire, vous pouviez voyager tranquillement. Bon, il y avait pour certains des mesures de quarantaine, pour d'autres pas. Mais dès que vous étiez positif, on vous emmenait à l'hôpital, on vous mettait sous perfusion et on vous mettait sous masque à oxygène, sous assistance respiratoire, pendant 15 jours, même si vous n'aviez aucun symptôme. Donc le jour où il y a eu un rattrapage avec des gens qui, comme moi, n'avaient aucun symptôme et vivaient très bien, mais d'autres qui avaient véritablement besoin des médicaments, de l'oxygène, il n'y en avait plus. Et c'est là où il y a eu cet effet de rattrapage et cet effet dramatique avec des gens qu'on voyait effectivement mourir dans la rue parce qu'il n'y avait plus d'oxygène à cause de ces mesures. Une fois que ces vagues se sont passées, ils sont venus à d'autres procédures plus occidentales. Les Français là-bas, on regarde un peu notre balance du commerce extérieur, qui est évidemment déficitaire par rapport à ces pays-là, à l'Inde en particulier. On vend de l'armement, on vend de l'aéronautique. Hein. Et sur le reste, qu'est-ce qu'on fait? Il y a du business absolument incroyable dans tout ce qui est foodtech, agrotech, dans tout ce qui est pharma, énergie renouvelable. Vous vous souvenez, le plan Manmohan Singh, c'était dans les années 2012-2014, où on avait dit, le mix énergétique à l'époque, renouvelable de l'Inde, c'était 2%. 65-70%, ça n'a pas forcément évolué, était charbon. Et Manmohan Singh dit 2025, 25% renouvelable. Le monde entier, moi le premier, avait dit, pouf, c'est Indian style, c'est encore un effet d'annonce. 2023, ils sont à 24% en mix énergétique renouvelable. C'est du solaire, parce que alors il y a dans le Rajasthan notamment peut-être les meilleures zones pour l'énergie solaire. C'est un peu d'éolien, c'est beaucoup d'hydro, et puis alors c'est le nucléaire. Il y a un point de blocage, en tout cas pour des pays comme le nôtre, puisque nous on est des Lilliputiens sur le poids politique en Inde, c'est la réalité. Il y a l'Indian Nuclear Act qui impose à tout constructeur non opérateur d'assurer le risque collatéral durant toute la durée de vie d'exploitation de la dite centrale. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'État français va prendre le risque du collatéral, ou un EDF va prendre le risque du collatéral sur les 40, 50, 60 années d'exploitation? Je ne pense pas. Donc les Russes vendent la grande majorité des réacteurs qui sont en fonctionnement en Inde. Tu viens de parler des Russes, hein, pour le nucléaire. Où se situe aujourd'hui l'Inde par rapport aux Occidentaux, par rapport aux Chinois, par rapport aux Russes? Parce que, bon, visiblement, là, ils ont joué la Russie pour l'approvisionnement en gaz. Hein. Officiellement neutre. Après, l'argent n'a pas d'odeur. Hein. Je vous rappelle que quand on s'est retrouvé en panne de gaz, parce qu'on n'achetait plus de gaz directement aux Russes via l'Allemagne, on achetait le gaz russe par l'Inde. Par l'Inde, 40% plus cher. C'est là où on a vu que les Français, on était quand même très doués. Il faut comprendre que depuis déjà les années 50, l'un des principaux partenaires de l'Inde est la Russie. Vente d'armes ou de matériel militaire à plus de 70%. À part Dassault qui vendait des Mirages dans les années 80 et 90, c'était principalement des MiG. Maintenant, on vient de vendre des Rafales. Il y a toute une chaîne de production locale qui est en train de se mettre en place, puisqu'il y a un deuxième batch qui est censé arriver dans les prochaines années.
Ils achètent beaucoup de blé à la Russie. Ils achètent. En fait, c'est un partenaire naturel depuis extrêmement longtemps. C'est ça. Politiquement parlant, ils n'ont pas voulu défier Vladimir Poutine. Et avec la Chine. Ils sont en guerre, hein, quand même. Ils sont en guerre, exactement. Toujours sur Et ils l'Himalaya. continuent. Sur l'Himalaya, ils tirent dessus. Sur l'Himalaya, quand même, hein. mais ils se tirent pour de vrai dessus. Ouais, ouais. Il y a quasiment tous les jours des morts. Celui qui s'endort un peu trop longtemps, eh bien, ce sont des prises de position pour l'autre Ouais, tout la de nuit. suite, oui. Les Indiens n'aiment pas les Chinois. C'est un fait. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Et les Indiens ne se sont pas gênés, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, pour annuler quasiment toutes les licences chinoises en Inde. Quand il y a eu les petites histoires, les petites bisbilles, c'était juste avant le Covid d'ailleurs. Ouais. Qui a terminé le métro de Delhi? Les Chinois. Qui participent au déploiement de quelques grandes infrastructures, notamment d'énergie? Les Chinois. Donc oui, on n'aime pas les Chinois, mais on aime bien leur argent. On fait des affaires avec. Ils sont pragmatiques, les Indiens. Ouais. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est qu'ils vont là où est le sens et l'intérêt de leur peuple. Pas de la personne, de leur peuple. Après, on voit les Indiens faire beaucoup plus aisément des affaires avec le Moyen-Orient, avec les Africains. Quand vous allez en Afrique, aujourd'hui, il y a les diasporas indiennes qui sont partout. Ouais. Ils ont le même problème que les Chinois. Hein. La clé de voûte de tout, c'est la sécurisation des approvisionnements en matières premières. Et d'ailleurs, les Indiens, puisque vous savez que les Indiens, l'Inde est un des, si ce n'est le plus gros producteur ou le deuxième plus gros producteur de charbon au monde. Oui. Le problème, c'est que le charbon indien, il est dégoûtant, il est épouvantable. C'est un charbon qui n'est pas propre à la combustion. Donc, les Indiens ont besoin d'avoir du charbon et ils vont acheter beaucoup de charbon à l'Indonésie, qui est l'autre pays qui explose dans Alors la justement, on arrive à l'Indonésie, parce que, moi, pour raconter une histoire, en 2003-2004, j'avais été invité, à l'époque, j'étais au responsable à l'intelligence économique, et je reçois une invitation pour participer à une conférence en Indonésie sur l'intelligence économique. Puis, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? On me répond, oui, tu devrais y aller. Bon, et je vais là-bas. Et on m'emmène à la grande salle où devait avoir lieu cette réunion, qui durait une journée. Et il y avait un bandeau qui était à l'entrée, ça, je ne suis pas prêt de l'oublier, un immense bandeau. Alors moi, je ne comprenais pas, c'était écrit évidemment en caractères locaux. Et ils me traduisent, ils me disent, ça veut dire, dans 10 ans, nous ferons partie des 10 premières puissances mondiales. Alors ils s'étaient trompés, hein, on était en 2003, ils ne sont pas arrivés, ils ont été un peu plus lents. Et au premier rang, pendant la conférence, il y avait, alors à l'époque, il y avait beaucoup de militaires qui étaient dans le pouvoir, et puis il y avait des civils, on me dit, c'est des adjoints, des ministres, des directeurs de cabinet et autres, et qui ont passé la journée à prendre des notes sur les techniques d'intelligence économique utilisées par les Occidentaux, que j'expliquais. Et j'avoue, moi j'étais ressorti de là perturbé quand même en me disant, ce pays, s'ils y arrivent, ça va devenir quelque chose. Or, ils sont en train d'y arriver, c'est moins qu'on puisse dire. Je suis le vice-président de la Chambre de commerce franco-indonésienne. Pays pas qualifié, pas d'argent, on ne parle pas l'anglais, ultra corrompu, et puis de toute façon, c'est super loin. C'est vrai que Paris-Jakarta, il n'y a pas de vol direct. Par toutes les routes que l'on souhaite faire, c'est entre 16 et 17 heures. C'est un peu long. Bon. Ils parlent anglais mieux que nous. Les universités, les instituts technologiques de Bandung, de Yogyakarta, etc., sont les équivalents des IIT indiens. Donc, sincèrement, ils ont des mecs qui ont des cerveaux, ça tourne à 30 000 tours minute. Au niveau économique, ce sont les mêmes familles qui sont propriétaires depuis 80 ans de leur groupe. C'est l'économie indonésienne. Ce sont des groupes qui, bien évidemment, ont bénéficié du low cost dans le textile, dans plein de choses. Mais derrière, quand nous, sur la French Tech, on met 8 milliards sur 5 ans, eux, c'est par an. Et quand nous, on a peut-être 20, 25, 30 licornes, eux qui en avaient 0 il y a 3 ans, 4 ans, aujourd'hui, ils en ont une dizaine. Ils ont notamment un lot docteur qui a été monté par un Français, je suis content de le dire, parce qu'il y a des Français qui ont des succès phénoménaux dans ce pays.
c'est un pays qui va extrêmement vite. Alors oui, les gens qui connaissent l'Indonésie d'aujourd'hui, enfin, ou plutôt qui connaissent l'Indonésie aujourd'hui, ce sont les patrons d'aujourd'hui qui ont connu l'Indonésie dans les années 90-2000. Donc, chute de Suharto, donc crise asiatique. Et quand on regarde, la France était très présente. Il y avait pléthore de groupes qui étaient très présents en Indonésie à cette époque-là. Et avec la crise asiatique, ils sont tous partis en laissant l'huile sur le feu. Et l'économie indonésienne, enfin les Indonésiens ont été obligés de récupérer des assets sans compétences et puis se sont débrouillés par eux-mêmes. Il y a eu, bien évidemment, après toute déstabilisation politique, on l'a vu en Russie en son temps, on l'a vu dans d'autres pays, bien évidemment, il y a beaucoup de corruption, une instabilité financière, une défiance des investisseurs et compagnie. Jokowi, le président actuel, est élu en 2014 avec vraiment, c'est pas un grand politicien, c'est pas un grand homme d'affaires, c'est un homme en revanche qui a l'Indonésie chevillée au cœur. Et il a dit, moi mon pays, pour le mettre sur les rails, il faut que je le structure. On est mu par des jeux politico-politicards des uns et des autres. Je vais nommer un comité indépendant pour définir mon plan 2030. Et il a nommé un comité indépendant dirigé par des jeunes Indonésiens, 40-50 ans, super formés, qui ont étudié en Australie, aux États-Unis, qui ont fait leur premier tour de roue professionnel à l'étranger dans des boîtes étrangères, qui ont gagné un peu d'argent et qui, tellement contents de pouvoir participer à la définition d'un grand plan stratégique dénué de toute considération politique, parce que ne reportant qu'au président. Et donc c'est là que le plan Vision 2030 a été mis en place, a été défini, 1500 milliards de dollars pour les infrastructures. L'Indonésie, c'est 17 000 îles. Le coût logistique inter-îles est plus cher que le coût logistique entre Shanghai et Rio, parce qu'il y a peu de volume, puis surtout, c'est qu'il y a une défaillance de ports, d'infrastructures. Il dit, moi, il faut que je construise des ports pour désenclaver et développer l'économie. Il faut que je construise des aéroports. Il faut que je construise des unités de production d'électricité parce que j'en ai pas assez, des autoroutes, etc. J'ai un problème, je suis le pays le plus polluant en plastique au monde. C'est 8 millions de tonnes par an en Indonésie. C'est un pays gazier et pétrolier, donc il y a une grosse activité pétrolière. Dès que l'on achète quelque chose, c'est emballé, empaqueté dans du plastique. Et puis ils n'ont pas notre culture. Moi, je me souviens quand j'avais 10 ans, les gens jetaient encore leurs papiers dans la rue. Et puis c'est nous, jeunes, qui disions à l'époque à nos parents, à nos grands-parents, non, c'est pas bien, il ne faut pas faire. Maintenant, plus personne ne le fait. Ben, en Indonésie, on n'est pas encore à ce stade-là. Sauf que tous les ans, en Indonésie, comme il y a des problèmes de traitement des déchets plastiques, mais de manière générale, il y a aussi des problèmes de distribution d'eau, les traitements des eaux, les canalisations à Jakarta, mais pareil à Bandung, à Surabaya, etc., sont totalement obstruées par des bouchons de plastique. Ça reflue. On se retrouve avec des inondations. Et bon, quand on parle de 10 morts, c'est pas grave. Au mois de septembre l'année dernière, on a parlé de 360 morts à Jakarta. Derrière, on se retrouve avec, post-Covid, une premiumisation accélérée. Oui, c'était low cost, mais une accélération des industries premium. Là, j'étais au G20 à Bali au mois de novembre. L'Indonésie, qui est un des pays les plus riches en termes de ressources de matières premières, de ressources minérales, bauxite, nickel, etc., jusqu'alors autorisait l'exportation des matières premières brutes. C'est ça. 95% de la bauxite est raffinée en Chine. Et bien maintenant, nos camarades ont dit stop. C'est fini. C'est chez nous que ça doit se traiter parce que c'est chez nous que la valeur ajoutée va se créer. Résultat des courses. Au G20, vous avez Hyundai qui s'engage à investir 8 milliards sur les véhicules électriques. CATL, le chinois, fabricant de batteries, plus gros fabricant de batteries au monde, 12 milliards. Elon Musk, qui devait aller en Inde, enfin qui originellement devait aller en Indonésie, les Indiens lui ont fait l'annonce du ventre, mais à cause de lourdeur administrative indienne,
Finalement, il a viré Kazakh, il est revenu à ses premiers amours. L'Indonésie, oui. il met 40 milliards entre une gigafactory et, non pas assemblage, mais construction de véhicules. Donc il y a tout un tas de chaînes qui sont en train de se mettre. Il y a un plan quinquennal pour la militarisation, l'armement en Indonésie, un peu à la mode indienne, avec le local content, avec le Make in Indonesia, parce qu'on peut raconter ce que l'on veut, ce sont quand même des pays très nationalistes. On privilégie la part locale en termes de fabrication. Malgré cela, nous, en tant qu'Occidentaux, en tant qu'étrangers, on peut être majoritaire dans les sociétés locales, même dans la défense. Donc, l'accélération de l'industrie de défense, qui était vraiment brinque-ballante jusqu'alors, fait qu'en termes de technologie, on va exploser. Sur le plan de l'échiquier géopolitique, l'Indonésie est plus proche de la Chine, des Occidentaux, de la Russie. Enfin, comment elle s'est située là, ces derniers mois? Russie, pas. Russie, pas. La Chine est le plus gros investisseur et le plus gros partenaire commercial à l'import et à l'export de l'Indonésie. Je crois qu'il y a quelques années, il y a encore 7-8 ans, c'était aux alentours des 45-50%. Ça décline. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 28%, 30%, c'est toujours énorme. Le deuxième est Singapour. Mais précisons, Singapour, 22%. Les Indonésiens mettent leur argent à Singapour. N'oubliez pas que les Indonésiens sont des gens monstrueusement riches et sont propriétaires de 75% du PIB de Singapour. Donc, les Chinois, oui, parce que c'est leur partenaire naturel. Malgré tout, les Américains, vous savez, les Américains sont binaires. Tous ceux qui ne sont pas mes copains sont mes ennemis. Et les Chinois ne sont pas les amis des Américains. Et quand il y a eu, il n'y a pas très longtemps, des projets pour les sous-marins, pour les bateaux de guerre, pour les avions, etc., au moment de la transition de gouvernance entre Trump et Biden, les deux secrétaires d'État à la Défense sont allés, au mois de janvier, discuter avec Prabowo et Luhut Panjaitan, qui sont les deux hommes forts du régime, particulièrement sur la défense, sur les affaires de défense. Et on leur a dit, écoutez, vous avez des problèmes sur la protection, la préservation de votre souveraineté sur vos frontières maritimes. Vous êtes avec nous ou contre nous? Résultat des courses, les Indonésiens ont annulé 300 000 visas de travail aux Chinois. Les Américains ont toujours une très forte prédominance dans la région, en Corée, au Vietnam, en Thaïlande, etc. Ils sont très très présents. Les Chinois, c'est plus un partenaire économique, industriel. C'est leur voie de sortie. Oui, parce que j'allais dire, l'Indonésie fait partie de l'accord douanier avec la Chine, le RCEP, qui couvre toute la zone asiatique. La Chine a créé le RCEP pour essayer de prendre la place que les Américains laissaient sur les accords pacifiques. Et ce qui a profondément ennuyé tous ces grands pays de l'ASEAN, en fait, on ne veut pas des Chinois parce que c'est le loup dans la bergerie. Les Américains, malgré tout, restent en sous-main pour éviter cela. D'ailleurs, il y a des accords de libre-échange free of tax entre ces pays, les pays de l'ASEAN, pas avec la Chine. Et après, quand on parlait du nationalisme ou de l'ultra-conservatisme de certains pays, on parle des biens alimentaires parce que l'Indonésie, ressource principale, c'est le charbon, mais c'est aussi le nickel, le bauxite, etc. C'est aussi l'agroalimentaire, c'est aussi l'huile de palme. Mais pour éviter que son industrie agroalimentaire se retrouve affaiblie par des étrangers, ils vont exporter des biens de consommation alimentaire au Vietnam, mais ils n'autoriseront pas que le Vietnam exporte vers l'Indonésie. Et puis en 2023, il y a une nouvelle règle qui va sortir, c'est la réglementation halal, mais indonésienne. Vous pouvez être halal saoudien, ça ne marchera pas. Ça vous facilitera l'obtention de la licence halal en Indonésie,
Ah oui. Mais ce n'est pas la même. Mais des normes. Alors, c'est du protectionnisme. Oui et non. On est dans des économies balbutiantes encore, hein. Même si on est passé de la 70e place dans le GDP à la 16e place, même si en termes de corruption, on était à la 170e place, aujourd'hui on est à la 54e, 55e place. C'est à peu près comme la France, hein. Nous, on est passé de la 20e à la 55e. On se retrouve avec un pays qui fait un bond en avant, avec une disruption incroyable en termes de gouvernance. Faut qu'on se méfie. Et aujourd'hui, on parle de difficultés de financement, parce que ça, c'est un vrai sujet. Quand on parle des infrastructures, généralement, on va se dire, oui, mais c'est difficile de trouver de l'argent. En Indonésie, il y a une industrie. Il y a un GDP industriel qui est extrêmement important. Ce ne sont pas des pays subventionnés. Ce sont des pays où, quand on donne de l'argent pour développer une infrastructure, elle est développée à 80-90%. Et avec des moyens locaux. L'État indonésien, comme ils sont dans une industrie balbutiante, ils ont créé une loi omnibus. Parce que jusqu'alors, les étrangers n'avaient pas le droit à être majoritaires dans leur pays, en Indonésie. Mais le problème, c'est que si on n'est pas majoritaire, si on est dans des infrastructures avec des opérations et la maintenance, vous, en tant qu'investisseur, vous voulez votre retour sur investissement. Si vous laissez les opérations d'un port, d'un aéroport, à une société d'État indonésienne qui en a cure de la rentabilité, de la qualité, de la sustainabilité, vous n'allez pas mettre 1 euro parce que votre retour sur investissement, c'est 0. Et ils se sont dit, pendant le Covid, le problème, c'est que si jamais on reste trop orienté sur les sociétés d'État, donc sur l'investissement public, on n'aura pas d'investisseurs. Ils ont complètement shifté le modèle. Aujourd'hui, ce sont principalement des opérations privées, avec des opérateurs privés. L'État est toujours un peu présent dedans, mais il y a un afflux d'investissement. L'Inde, les infrastructures, les utilities, tout ça, c'est très privé. En Indonésie, tout ce qui était grandes infrastructures, opérations portuaires, aéroportuaires, etc., c'était société d'État, parce que dans les années, donc fin des années 90, début des années 2000, les groupes occidentaux qui étaient très présents sont partis, ça a été récupéré par l'État, donc ils ont créé des sociétés de construction, d'opérations, etc. Et on s'est retrouvé à un secteur public qui était prédominant. Donc avec des qualités d'infrastructure un peu balbutiantes. Pour aller dans ce sens-là, tu disais à l'instant, il y a eu les Français étaient là, sont partis. Bon, où on en est actuellement de nos relations entre la France et l'Indonésie et au niveau politique, et derrière la France et l'Indonésie au niveau commercial? Il y a des entreprises françaises qui se mettent à investir là-bas, où on est encore au balbutiement par rapport, par exemple, à ce que tu disais sur les délocalisations, où il y a eu 26 milliards de délocalisation de la Chine vers l'Indonésie. Le fait est que tu as peut-être, en Indonésie, écoute, il y a 4000 expats enregistrés. Il y en a 2500 qui vivent à Bali. Généralement, donc c'est plutôt des retraités. Oui, mais ils font partie des 4000. Oui, c'est vrai. Donc tu en as 1500 qui sont des travailleurs. Tu as à peu près 150 à 200 boîtes françaises. Pas mal de PME, très peu de grands groupes. On a en revanche 2-3 succès phénoménaux. Moi, j'adore citer Danone, qui a racheté Aqua. Mais l'histoire de Danone dans Aqua, c'est 40 ans d'histoire. C'est-à-dire que le premier pas capitalistique fait par le père Ribou dans les années, fin des années 80, début des années 90, je crois que c'est 87, ils sont rentrés à 10% dans cette boîte-là, boîte familiale. Ouais. Et le solde de la participation n'a été racheté que dans les années 2015-2020. C'est tout récent, mais c'est la plus grande boîte, la plus grande société d'eau embouteillée au monde. Oui, quand même. Mais c'est colossal. D'accord. C'est colossal. Et alors, Danone détient 80 ou 85% du marché indonésien de l'eau embouteillée avec ça.
Oui, donc il y a des sociétés qui ont investi. La défense, on a beaucoup parlé des investissements français, enfin du moins non, des achats de matériel français en défense avec les sous-marins, les avions et autres. L'acompte a été signé pour les 6 Rafales. On attendra de voir ce qui se passera de l'option des 36 autres. Oui. Les sous-marins, je crois qu'il ne se passe pas grand-chose. Oui, les frégates, l'État indonésien avait proposé à l'État français, je pense peut-être en compensation de sous-marins qu'ils auraient pu ne pas avoir. Les frégates, je pense que l'État français ou les sociétés concernées n'ont jamais répondu. Résultat des courses, ça a été donné aux Italiens. On a une boîte française qui cartonne, hein, Thales. Thales est présent depuis plus de 35-40 ans, sont très présents dans les satellites, parce que l'Indonésie est un des 7 pays satellites au monde. C'est-à-dire qu'ils ont leurs propres orbites, etc. C'est extrêmement important de le noter. Ils ont une industrie qui est très sérieuse là-dedans. Thales est très présent. Ils ont vendu d'ailleurs pas mal de satellites. Ils ont de beaux partenariats sur place. Donc c'est une boîte qui tourne très très bien. Puis on a Airbus, mais qui est là plutôt dans le civil, hein, puisqu'ils vendent des avions. Lion Air, ils ont vendu, je crois, c'est la plus grosse vente de tous les temps d'Airbus. Hein, c'est plus de 250 avions. C'est colossal. Alors, on a parlé de l'Inde, on a parlé de l'Indonésie, et justement les relations entre l'Indonésie et l'Inde. Il y a des relations là-bas locales ou pas, ou seulement souvent normales comme tout le monde, ou alors il y a des liens particuliers, comme ces deux pays en développement très fort, mais très différents quand même. Les groupes indonésiens ne vont pas encore regarder ce qui se passe en Inde, et les Indiens sont plutôt concentrés sur les Afriques, le Moyen-Orient, Singapour pour des raisons qui sont les leurs, mais pas encore sur l'Indonésie. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire pour eux. Alors tu parlais de Singapour en disant, ben tiens, l'Indonésie joue Singapour un peu comme une base pour les financements et pour beaucoup de choses. On parlait de l'Inde sur l'Afrique. Il faut quand même peut-être dire un mot sur cette petite île à la fois très paradisiaque et touristique, mais qui est un repère d'Indiens, je dirais. Sûr. L'île Maurice, ben, en fait, il y a une réglementation indienne qui fait que les groupes étrangers ne peuvent pas être majoritaires dans les captives financières indiennes en Inde. Par conséquent, tout le monde, et d'ailleurs même beaucoup des grandes familles indiennes, montent leur holding et leur captive financière à Maurice. Mais comme beaucoup d'Africains aussi, se retrouvent à Maurice parce que c'est free of tax. Par conséquent, il y a beaucoup d'alliances entre Indiens et Africains qui se nouent à Maurice et qui ensuite vont mettre beaucoup d'argent dans les Afriques. Alors, historiquement, depuis des siècles, il y a beaucoup d'Indiens sur la zone est, sud-est de l'Afrique, hein, entre le Mozambique et l'Éthiopie. Mais ils sont installés tout le long. Hein. Mais maintenant, on commence à les voir en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en RDC, c'est incroyable, en Angola, etc. Mais on les voit partout. Ils mettent beaucoup d'argent et ils travaillent, ce que ne font peut-être pas forcément leurs camarades chinois, ils font travailler l'écosystème local. Oui. Puis on dirait à 50 ans, quand tu allais en Afrique, tu avais des Grecs partout. Les commerçants, autres que les Africains et les Français qui occupaient les autres, ou les Anglais, tu avais des Grecs. Puis on avait arrivé les Libanais, qui ont occupé tout le terrain partout. Et des Libanais partout. Et ils prennent le contre-pied des Chinois, les Chinois arrivent sur un projet avec des financements chinois. Donc, les containers de petits Chinois, de matériel chinois, de matériaux chinois. Et en fait, un contrat qu'un gouvernement africain paye 1 milliard, ça coûte 1,2 milliard. Mais ça rapporte 1,2 milliard à la Chine, parce que finalement, toutes les devises repartent en Chine. Il n'y a rien qui reste en local, il n'y a rien qui reste. Il n'y a pas de transfert de compétences, de technologie, rien du tout. Alors que les Indiens, c'est pas du tout ça. J'arrive ce matin de Dakar. J'ai passé 3 jours là-bas, notamment avec un de nos partenaires, pour un de nos clients français, son partenaire est indien. Ils ont des outils de financement avec les Exim indiens qui sont phénoménaux, qu'on peut garantir nous, en plus de ça, avec BPI. Les Chinois sont, entre guillemets, interdits de séjour au Sénégal. Ils ont construit des infrastructures
d'une qualité plus que délétère, ça a coûté une fortune, ça n'a pas fait travailler un Sénégalais, pas un produit sénégalais, Exactement. rien. Donc, Et ça, on ne s'en rend pas compte. Nous, ici, on n'a pas conscience de ça, mais il faut bien voir que les Chinois sur l'Afrique, alors qu'ils ont investi énormément et qu'ils ont piégé les Africains avec leur vieille méthode de j'avance beaucoup d'argent, puis après, comme tu ne peux pas me rembourser, je te coince. Mais malgré ça, en plus de ça, leurs pratiques de travail, comme tu le dis, font qu'ils sont de plus en plus mal vus en Afrique. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Nous, on a des industries. Durée d'amortissement d'une usine, c'est entre 40 et 60 ans. On vient de refaire nos usines il y a 10 ans. Donc on va attendre encore 30 ou 40 ans avant de les changer, nos usines, parce que ça coûte cher une usine. Eux, elles ont plus de 60 ans, leurs usines. Mais ils sont déjà en train non plus d'être au 2.0, mais au 5.0. Donc maintenant, c'est nous qui sommes en retard. En termes de décarbonation, en termes de compliance verte, j'ai envie de dire. On dit toujours que la Chine est le pays le plus pollueur au monde. En volume, c'est vrai, enfin c'est le deuxième ou le troisième pays le plus pollueur au monde. Par tête d'habitant, c'est le pays le moins pollueur au monde. Les Américains sont les plus pollueurs au monde. Donc, faisons des balances. On passe notre vie à discuter des grandes choses, des grands contrats, des grands machins, mais on est toujours orienté, naturellement et par confort, vers l'Ouest. Oui. Alors que... Ce qui se passe à l'Est. Comme tu l'as rappelé. Regarde, il y a un groupe de luxe cosmétique qui le vaut bien, qui n'arrive pas à performer en Corée ou au Japon. Pourquoi ? Parce que ce sont des groupes qui sont dans le digital, mais à une vitesse incroyable. Ça va, mais à une vitesse folle. Quand on essaye de craquer le marché indonésien, tiens, on est sur des sujets de luxe aujourd'hui en Indonésie. Les Indonésiens, enfin les Français nous disent, mais on ne comprend pas. Et quand on discute avec les Indonésiens, on nous dit, oui, mais est-ce que vous avez un track record iconique avec la Corée? Parce qu'aujourd'hui, l'Indonésien, quand il y a 20 ans, il achetait le japonais, aujourd'hui, il achète le coréen. Et le digital, c'est leur essence de vie. Nous, on en est loin. Vous voyez, donc on est vraiment sur des modèles et sur des modèles mentaux qui ne sont pas du tout les mêmes. Et moi, je me bats matin, midi et soir en disant, écoutez, et tous nos dossiers, enfin tu le sais, tous nos dossiers, nous on les traite d'abord et avant toute chose par le prisme multiculturel. Moi, je suis français, born and raised à Paris. Je suis marié avec une Italienne. Ça fait 22 ans que je vis l'Italie, même si je parle l'italien comme quasiment un Italien. Mais tout le langage subjectif, informel, je ne l'ai pas. Je ne suis pas born and raised en Italie. Donc quand je débarque avec mon regard français, parisien, en Inde, en Indonésie, mais je ne comprends pas un traître mot. On parle l'anglais, mais moi je parle l'anglais avec mes racines, eux ils parlent l'anglais avec les leurs. Donc sur les discussions globales, on arrive à s'apprécier, s'appréhender. Mais dès qu'on rentre dans le fond du sujet, en fait on ne se comprend plus. C'est pour ça qu'il fallait qu'on en parle. Et je te remercie d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Et qu'on ait pu faire cet échange. Super sympa. Merci beaucoup. Merci Pierre-Marie. Eh bien écoutez, encore une émission très intéressante où nous avons découvert une zone et 2 pays très importants. Toujours sur Open Box TV, c'est là où ça se passe. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines émissions. Merci et à bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Open Box TV et vraiment nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat. Et vraiment, nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.